Dans cette Algérie, meurtrie et bouleversée, l'armée française a pour mission essentielle de rétablir l'ordre et l'harmonie entre les deux communautés, françaises et musulmanes. Son ennemi numéro un, c'est la peur. La peur que la rébellion fait peser sur ses montagnes et sur ses douars par le terrorisme le plus inhumain et le plus barbare. Les assassins font la loi. Les rues sont désertes, chacun s'enferme. Un chef de village avait refusé de quitter son poste. Il a eu la gorge tranchée. C'est le premier temps de la subversion. Ensuite, un commissaire politique vient haranguer la population, débitant les mensonges fabriqués au Caire ou ailleurs, et procède à la mise en place d'une cellule terroriste comprenant une quinzaine d'individus, un chef de village, un collecteur d'impôts, un juge chargé de condamner et d'égorger ceux qui n'obéissent pas, et un certain nombre de guetteurs armés de fusils de chasse, dont la mission est de surveiller les allées et venues des uns et des autres, et surtout les mouvements des forces de l'ordre. Menacé dans sa vie et dans ses biens, le douar a peur. Il obéit au maître de l'heure. Deuxième temps de la subversion, détruire et tuer. Ces exactions sont fréquemment commises par les gens des villages sous menace de la cellule terroriste, pour effacer l'œuvre de la France. Si l'individu menacé obéit, son crime le rend passible des sanctions prévues par la loi. De gré ou de force, il est devenu fellaga. S'il n'obéit pas aux injonctions de la cellule terroriste, il passe entre les mains du juge et c'est l'égorgement. Mais la France réagit et d'importants renforts de troupes sont envoyés en Algérie. Par l'armée, c'est la jeunesse française qui reçoit la mission de résoudre le drame algérien. Par camion, par train, les unités vont couvrir le pays d'un vaste filet protecteur que l'on a baptisé quadrillage. Très rapidement, les troupes s'installent et des postes sont construits jusque dans les régions les plus reculées. Il n'y a pas de front, il n'y a pas de guerre. L'ennemi n'est nulle part et partout. Il s'agit d'être présent et de s'attaquer partout où on la trouvera à la cause première du mal, la cellule terroriste. Problème ardu. Ces membres sont là, dans cette foule anonyme. Qui sont-ils? Comment les trouver? Il n'y a aucune règle absolue. C'est l'affaire de renseignement, d'astuce et de patience. Voici un exemple. La ruse. Cette histoire est véridique. 3 jeunes soldats français sachant parler arabe se sont fait passer pour des agents de liaison fellaga. S'étant présentés à un musulman suspect, ils ont pu obtenir quelques noms de terroristes. Le début de la chaîne est amorcé, et ce capitaine, commandant un poste perdu dans la montagne, pourra ouvrir sa première liste de hors-la-loi.
rassurés par la présence des troupes, révoltés par les meurtres fellagas et la pression féroce que ceux-ci exercent sur eux, les Français musulmans chez qui la notion de justice est plus forte que la peur, viennent à nous. Le renseignement arrive. Le capitaine continue à tenir sa liste à jour, de nouveaux noms s'ajoutent avec de nouvelles précisions. Maintenant, nous sommes certains de l'identité des membres de la cellule du village. Il faut agir. Une compagnie ou un escadron se rend au douar. 3 sections cernent le village. Tandis que le capitaine pénètre à l'intérieur avec la 4e section. À la population rassemblée, il recommande d'abord de ne pas tenter de fuir. Le village est cerné par la troupe qui ne laissera s'échapper aucun fugitif. Il procède ensuite à l'arrestation de ceux qui se sont placés hors la loi française, les membres de la cellule terroriste. L'atmosphère est changée. L'armée française est là, elle protège. Les hommes des douars, qui ne demandent qu'à vivre en paix, viennent ouvertement demander notre aide et notre protection. Les palabres s'engagent à nouveau. On parle, on discute, on se plaint. Le contact est repris. Dans certains villages, des groupes d'autodéfense peuvent être formés et des armes distribuées à des volontaires qui assurent ainsi leur propre sécurité contre les menées fellagas. La peur se dissipe. L'étreinte des égorgeurs se desserre. Dans le même temps, une action militaire est menée contre les bandes régulières. À la destruction des cellules terroristes, c'est-à-dire de l'infrastructure rebelle, se joint celle des bandes fellagas. Embuscades tendues sur des points de passage. Sorties de patrouille. Nomadisation de commandos pendant plusieurs jours sont destinées à traquer le fellaga, créer une atmosphère d'insécurité permanente, découvrir des cachettes de matériel. Récupérer armes et munitions. Puis, suivant les renseignements obtenus, des opérations de plus grande envergure, généralement héliportées, sont déclenchées pour anéantir les bandes importantes. Des régions sous-administrées où la rébellion avait pu s'implanter passent ainsi sous le contrôle de l'armée. Les cellules terroristes démembrées, les bandes dispersées ou détruites, l'œuvre de paix peut commencer. Donner du travail à la population en l'aidant à améliorer ses conditions de vie et en préparant le renouveau économique du pays. L'armée apporte là encore le concours de ses hommes et de ses machines. Des routes nouvelles sont ouvertes dans les régions encore isolées des grands axes. L'eau est canalisée, domptée. La restauration des sols est de nouveau activement entreprise.
Cette piste, véritable artère de vie, permettra la réouverture des marchés autrefois interdits par les rebelles. Le médecin est présent et donne gratuitement ses soins à la population que les Fellagas cherchaient à isoler de la civilisation. Les écoles sont rouvertes et c'est l'instituteur militaire qui fait la classe aux petits Français musulmans. Enfin, sont mis à exécution de vastes programmes de construction de logements pour remplacer les gourbis des bidonvilles. Ces différentes actions menées par l'armée sont complétées par une action psychologique directe destinée à contrebattre la propagande adverse. C'est le rôle des compagnies de haut-parleurs qui rétablissent la vérité et font connaître jusque dans les douars les plus reculés les véritables desseins pacifiques de la France. Partout où l'armée est présente, cette prise de contact recherchée systématiquement à tous les échelons et par tous les moyens a permis à la communauté musulmane de reprendre confiance en la France. En de nombreux endroits, des manifestations spontanées de loyalisme ont sanctionné le succès de l'effort de nos soldats. Aux autorités représentant la France, la foule musulmane des douars et du Djebel vient apporter la preuve de son ralliement par sa présence innombrable et enthousiaste. Au premier rang de cette foule, les anciens combattants sont le symbole vivant de l'union franco-musulmane scellée par le sang versé sur les champs de bataille pour la sauvegarde de notre civilisation et de notre liberté. Cette communauté doit se ressouder pour une nouvelle Algérie française plus vivante et plus forte, qui sera l'œuvre de ces 400 000 jeunes soldats venus de l'autre côté de la Méditerranée. Leur seule présence, leur visage franc, ouvert et souriant, leur gentillesse, leur réalité française, auront su gagner la victoire sur la peur et faire régner sur cette terre déchirée la paix des cœurs et des âmes, perpétuant ainsi la mission éternelle de la France.